Vous sentez au plus profond de vous qu'il est temps de changer, de devenir enfin la meilleure version de vous-même? Dans cette masterclass exceptionnelle, Luc Baudin, expert reconnu en développement personnel et ancien médecin, vous révèle comment accomplir votre légende personnelle. Découvrez les secrets de la force de la pensée, les clés pour élever votre niveau vibratoire et des techniques éprouvées pour transformer votre vie. Pour assister à la masterclass, cliquez sur le lien en haut à droite de l'écran ou en description de cette vidéo. N'oubliez pas, avec une éponge, quand vous faites votre vaisselle avec, mais que vous avez avant nettoyé un saladier, où vous avez cassé les œufs sur le bord du saladier, la prochaine fois que vous prenez l'éponge pour refaire votre vaisselle, c'est comme si vous preniez une poule côté cul pour faire la vaisselle. Ça va, vous avez l'image ? Bonjour à tous et bienvenue, merci d'être avec nous. Prenez de quoi noter. Soyez très attentifs. Écoutez vraiment religieusement ce qui va être partagé pendant cette émission, car je pense que à l'issue de ce rendez-vous, il y aura certains comportements dans votre quotidien qui risquent fortement de changer. Vous allez voir ça avec mon invité, Christophe Mercier-Tellier, installé sur les canapés. Christophe, bonjour. Bonjour Marc. Merci infiniment d'être là, merci d'avoir répondu à l'invitation. Merci pour cette invitation. Est-ce qu'on vous a déjà fait la remarque, et je pense que oui, 50 fois, vous savez que vous mettez partout où vous passez la pression? La pression, j'espère pas. Franchement, la prise de conscience. Alors ça, c'est autre chose. Mais la prise de conscience fait que ça met la pression, quand même. Je parlerai pas de pression. Je pense que prise de conscience, tant mieux. Parce que la connaissance, c'est une énergie. Et cette énergie, j'ai envie de la propager le plus possible. Je suis à un âge, 57 ans, où j'ai envie de dire des choses, parce que j'ai accumulé beaucoup de connaissances que j'ai enrichies, et donc une énergie que j'ai envie de retransmettre. Puis maintenant, à chacun de capter l'énergie qu'il souhaite dans tout ça, d'enrichir, et puis d'en faire ce qu'il veut. Bon. Donc l'idée, c'est pas d'avoir la pression. Un livre qui dit tout. L'hygiène, c'est la santé. La vérité sur l'éponge et les autres révélations. Alors, c'est très réducteur de parler de l'éponge parce qu'il y a tellement d'informations dans cette première version de la Bible de l'hygiéniste. On va appeler ça comme ça. Est-ce qu'on pourrait déjà commencer par dire, on va donner la définition d'hygiéniste, parce que hygiéniste, il y a ce petit côté, je disais en début d'émission que ça mettait la pression. Quand on parle d'hygiéniste, on a l'impression qu'on a un ayatollah de l'hygiène en face de nous et qu'il va falloir effectivement tout contrôler, tout vérifier et tout analyser au microscope. Qu'est-ce qu'un hygiéniste ? Il y a deux définitions de l'hygiéniste, en fait. Ça dépend si on prend le courant de l'hygiénisme de la fin du 19e et du début du 20e, c'est-à-dire dans la prolongation de la pensée pasteurienne, à savoir, c'est quelqu'un qui met en place des pratiques pour rester en bonne santé. Ça, c'est la première définition de l'hygiéniste. Puis maintenant, il y a l'hygiéniste moderne. L'hygiéniste moderne, c'est un professionnel... alors, moi, je suis microbiologiste, il y a des médecins, il y a des pharmaciens, il y a des infirmiers qui ont passé un diplôme et qui s'occupent de la maîtrise du risque infectieux dans les hôpitaux et les cliniques. Et moi, je suis la réunion de ces deux courants. Et donc, ça veut dire que je m'occupe à la fois de travailler sur la prévention des infections à l'hôpital, mais à l'hôpital et dans les EHPAD où je bosse depuis 33 ans, je vais m'occuper également de la maîtrise du risque chimique, de la maîtrise du risque allergique. Je vais faire en sorte que le personnel soit en sécurité dans les pratiques qu'il met en place et que ce soit le chirurgien, je vais le former à l'hygiène des techniques opératoires pour que, à la fois, il se protège et qu'il ne contamine pas le patient. Mais je vais m'occuper également du personnel qui travaille en cuisine et le cuisinier, je vais lui apprendre les bonnes pratiques pour qu'il ne contamine pas les aliments. Donc, j'ai 42 domaines d'activité. Tous ces domaines ont toujours la même direction, faire en sorte que nous restions en bonne santé ou qu'on ne soit pas plus malade dans le cas des infections nosocomiales, qu'on ne soit pas plus malade qu'on ne l'était déjà. En tout cas, ce qui est valable dans le milieu professionnel est valable à la maison. Et c'est comme ça que je suis arrivé à dire il faut que j'écrive un livre. J'écrive un livre. Pourquoi ? Tout simplement parce que je suis formateur dans l'âme. Ça veut dire que j'ai commencé l'hygiène en étant formateur du personnel des établissements de santé et des établissements de vie à la maîtrise du risque infectieux. Et au fur et à mesure que les années ont passé, au fur et à mesure que je me suis formé, au fur et à mesure que j'ai transféré des informations, les retours en fin de formation, c'était « mais c'est génial, parce que tout ce que vous avez dit pendant ces 5 jours de formation, je vais pouvoir l'appliquer aussi bien dans ma vie professionnelle que ma vie privée. » Et
à un moment donné, je me suis dit, ouais, effectivement, ça sert dans la vie de tous les jours. Et je me sentais pas légitime. Quand on est jeune, on se sent pas légitime de me dire, voilà, c'est le moment de donner toutes ces infos. Et aujourd'hui, je me suis dit, maintenant, c'est le moment de transférer de l'info. Transférer de l'info, je fais de la radio, je fais de la télé, écrire des bouquins et laisser une trace, peut-être, parce que je me suis aperçu, et ça c'est incroyable, c'est qu'il n'y a jamais eu un hygiéniste qui a écrit un livre en France. C'est complètement fou. Incroyable, ça. C'est fou, hein. Ouais. One thing for sure, life is so simple. Get up in the morning, be grateful. Be grateful. Grateful. Don't have expectation. The moment you have expectation, and if it is not fulfilled, you become so unhappy. So I always say, whatever you do in life, just have two things. It can be, it cannot be. But be happy with both. So living moment to moment without expectation much is the best way of living. Because for me, everything is happening now. Alors, quand je dis que c'est une petite Bible, c'est incroyable parce qu'il y a des tas de choses, effectivement, qu'on peut mettre en application à la maison de manière très très simple. Mais surtout, là où c'est parfois obsédant, c'est de se dire à quel point des petits gestes du quotidien font que ça peut prendre des proportions qu'on n'imagine pas. Oui. Petits gestes de quotidien qui peuvent prendre une proportion. On peut prendre l'exemple d'une savonnette. Une savonnette, c'est un geste d'hygiène, de se laver. Le savon n'est pas obligatoire pour se laver, hein. On peut prendre une douche sans savon, mais on sait très bien que ça permet un mieux-être, ça permet d'écoller le sébum, et que finalement le savon a été inventé par l'homme, les autres animaux n'en ont pas. Mais ça peut être aussi le pire, parce que cette savonnette, on va y déposer nos propres micro-organismes, et donc on peut entretenir une infection staphylocoque dorée qu'on a contactée à l'hôpital et qu'on peut entretenir par cette savonnette. On peut entretenir une mycose qu'on a sur la peau avec cette savonnette. On peut propager tout ça aux autres membres de la famille si on partage cette savonnette. Donc en fait, l'idée, c'est toujours quoi ? Avoir une prise de conscience, avoir une information scientifique, ne pas juger, parce que moi, je ne suis pas là pour juger qui que ce soit, je suis là pour apporter des infos et de dire à chacun, prenez les infos qui vous intéressent. Alors, je sais qu'au début, ça va nécessiter de faire un petit effort. Parce que c'est pas dans nos habitudes, parce qu'il va falloir changer, parce que ça veut dire que dans le cas de la savonnette, il va falloir soit en acheter une pour chaque membre de la famille, donc un petit égouttoir, soit prendre du savon liquide. En tout cas, il faut un petit effort. Donc, on n'a rien sans rien. C'est comme le jour où on décide de mieux manger parce qu'on considère qu'on mangeait très mal, qu'on n'était pas en bonne santé et qu'il serait peut-être temps de manger mieux, plus de fruits, plus de légumes, si possible bio, pour éviter les pesticides. Enfin bref, mais tout ça, ça nécessite un effort. De s'en aller au marché le samedi matin pour aller acheter des fruits et légumes, des producteurs locaux, de n'acheter que des fruits de saison. Mais ça nécessite, c'est des efforts, tout ça. Donc, l'hygiène de vie, la science de conservation de la santé pour rester en bonne santé, eh bien, ça nécessite des efforts au quotidien. Alors, je ne dis pas que tout le monde va tout prendre et tout faire du premier coup. C'est sûr. Mais ce n'est pas l'objectif. Mais par contre, de se référer au livre et de dire, tiens, j'ai envie d'en savoir plus sur comment gérer mes épices, par exemple, eh ben, on va prendre le bouquin puis on va changer ses épices. Devinez quel est le chapitre qui m'a le plus marqué. Celui qui m'a impacté, c'est le chapitre 5, et notamment qui relate de l'hygiène dans la cuisine. Parce que figurez-vous, si j'avais commencé l'émission en vous posant la question, quel est l'endroit où il y a le plus de contamination à la maison, le premier truc auquel on pense, on va se dire les toilettes. Bah évidemment. Eh ben non. La cuisine. Ouais, exactement. 50 milliards de bactéries au centimètre cube. Nom de Zeus. Eh ben oui. En fait, pour pouvoir faire accepter des idées nouvelles, il faut accepter qu'on casse nos idées reçues. Et ces idées reçues, on en a par notre éducation. C'est évident. On a toujours appris que la zone la plus contaminée de la maison, c'était les WC. On n'a jamais imaginé que cette éponge était terrible et qu'on allait collecter tellement de micro-organismes qu'elle va rester tellement toujours mouillée, que ces bactéries vont tellement toujours se reproduire, que finalement, ça en devient un lieu de développement de micro-organismes extrêmement dangereux à notre santé. Et oui, c'est la cuisine. Bon, est-ce que les fabricants d'éponges vous sont tombés dessus à un moment donné ou pas ? Non. Et surtout,
l'idée, c'est que moi, je ne suis pas là pour faire du prosélytisme, pour attaquer. Je ne suis pas là pour me mettre des lobbies à dos. Chacun fait de mon information ce qu'il veut. Tout ce que je dis est scientifiquement justifié avec des publications, avec des informations claires, nettes, précises. Il n'y a pas de fake news. Je ne suis pas en train de dire « je pense que ». Ce qui pourrait être aussi un livre. Hein. J'aurais très bien pu dire, avec mon expérience, parce que j'ai beaucoup de diplômes dans plein de domaines, j'ai fait pendant longtemps de la naturopathie, donc j'ai beaucoup de cordes à mon arc, et j'aurais pu prendre parti. Non. Ce livre n'est pas un livre pour prendre parti. Ce livre, si je veux qu'il dure, si je veux pas qu'il soit périmé dans 1 an, dans 2 ans et même dans 10 ans, il faut donner des bases sur la vie de tous les jours et qu'elle reste scientifique et qu'elle reste valable aujourd'hui, demain, après-demain, dans 10 ans et dans 50 ans. Elle est étayée, il y a beaucoup de sources scientifiques, d'études, évidemment. Et, voilà. Et comme HarperCollins fait les choses intelligemment, ils ont proposé... Moi, je suis fan de ça. Hein. Non, mais sérieux, moi, j'adore ce truc-là. Donc, pas d'éponge, la petite lingette, il vaut mieux ça. Le jour où on a décidé d'envoyer le livre avec la microfibre, en fait, ça coulait de source. C'est-à-dire, on a dit... On était à peu près certain que quand on allait envoyer le livre à la presse, personne n'aurait jamais reçu une microfibre avec un livre. C'est vrai. Déjà, recevoir quelque chose avec un livre, c'est quand même pas courant. C'est assez rare. On est d'accord. Et la microfibre, c'est pas courant non plus. C'est vrai. Mais on parlait de l'éponge avant, on parle de la microfibre maintenant. C'est une évolution de pratique. L'éponge, c'était formidable. C'était formidable au 19e siècle, c'était formidable au 20e siècle. Et puis les connaissances évoluent. La science évolue, les techniques évoluent, et à un moment donné, on s'est rendu compte que cette éponge, oui, elle était contaminée, oui, elle restait pleine d'eau, oui, elle permettait de propager des micro-organismes à la maison, et par exemple des salmonelles dans nos planches à découper sur notre vaisselle, et qu'il existait maintenant une fibre qui est un mélange de polyester polyamide. Alors, soyons logiques, hein, au premier lavage, ça relargue quelques microplastiques. Hein. Donc, aucune fibre n'est parfaite. Mais entre l'éponge qu'on jette quand elle tombe en lambeaux et la microfibre qu'on peut laver, la microfibre qu'on peut mettre au lavage tous les soirs avec son linge à 40 degrés, évidemment, je préfère largement la microfibre, d'autant plus que en termes d'écologie, une microfibre, on pourrait faire l'expérience, hein, je peux vous mettre un petit morceau de beurre, un peu de beurre sur l'écran là que vous avez devant vous, je mouille la microfibre avec un peu d'eau, je vous enlève le beurre en 4 secondes. C'est-à-dire que je fais carrément la foire de Paris là. C'est vrai. Et donc en fait, Camelot, hein. Complètement. J'assume. Vendez-moi le système. Et en fait, c'est une fibre qui a un haut pouvoir d'essuyage et qui permet, sans produits chimiques, de dégraisser n'importe quelle surface. Vous pouvez faire votre vaisselle avec la microfibre sans aucun produit vaisselle. Et si vous utilisez la microfibre, c'est 1 goutte de produit vaisselle dans 4 litres d'eau. Vous savez pourquoi j'aimais bien les éponges? Parce que j'aime le gratte-gratte. Ah ben oui. Et là, il n'y a pas de gratte-gratte pour le coup. Bah oui, mais on a failli offrir autre chose. C'est vrai. Bah oui, la gratounette en cuivre. Et la gratounette en cuivre, ça vaut 2 €. C'est du cuivre. Donc ça veut dire que les micro-organismes n'adhèrent pas après. Dans l'Antiquité, on transportait l'eau potable dans des grandes jarres en cuivre. Et au Royaume-Uni, ils ont mis tout un plan en place, voilà, une 20aine d'années, pour des plans de travail dans les infirmeries des hôpitaux en cuivre. Parce qu'on s'est aperçu que si on déposait par exemple du staphylocoque doré dessus, il mourait. Et le cuivre, donc c'est merveilleux, les micro-organismes n'adhèrent pas. Mais surtout, le cuivre, c'est un métal mou. Et ce cuivre, eh bien, ça va vous permettre de gratter une surface. Par exemple, quand vous avez, je sais pas, un peu de brûlé sur votre plaque vitrocéramique, on sait jamais avec quoi on va la traiter parce qu'on a peur de la rayer. Eh bien, le cuivre, ça ne raye pas parce que c'est un métal mou. Donc, ça gratte sans rayer. Donc, chiffonnette microfibre et gratounette en cuivre. Et ça y est, c'est bon, c'est pas cher. C'est super, super performant et c'est complètement hygiénique. Et il y en a de toutes les couleurs. En plus. Ça irait très bien, toutes les gratounettes, les chiffonnettes microfibres dans votre décor. On peut en trouver aux couleurs de Casimir, de Yoda, etc. Ouais, on peut y aller. Et on peut faire les petites poussières d'ailleurs avec ça. Au passage, c'est une très bonne chose. Bon, votre meilleur ami, vous avez 2 meilleurs amis visiblement, c'est le vinaigre blanc et le bicarbonate. Vous en parlez beaucoup. Hein. Oui, alors des meilleurs amis, j'ai la solution hydroalcoolique.
Ouais, ça aussi. Et je la mettrai en première position parce que ça me permet de voyager partout et d'éviter de propager des micro-organismes, notamment les micro-organismes de l'hiver, les virus de gastroentérite. Quand je me mets les mains à la bouche, ça me permet de les tuer avant de les mettre à la bouche. Donc ça évite les gastro, je vais mettre gastroentérite. Ça permet de tuer le virus de la grippe sur les mains. Ça permet de tuer le coronavirus sur les mains. Je trouve que mon premier meilleur ami, c'est la solution hydroalcoolique. Dans la vie de tous les jours, je trouve qu'en matière d'hygiène. Choisir, hein. Alors oui, absolument. Une solution hydroalcoolique, je l'explique dans le livre. Attention aux sirènes du marketing. C'est ça aussi que j'explique. Il ne faut pas un portefeuille bien garni pour pouvoir acheter des produits de qualité. Prenons l'exemple de la solution hydroalcoolique. Vous pouvez aller en pharmacie. Alors, il faut savoir que la solution hydroalcoolique, d'abord, en préalable, la solution hydroalcoolique n'est pas un médicament. Donc, elle n'a pas d'autorisation de mise sur le marché, elle ne fait pas l'objet de tests sur la santé. On peut vendre n'importe quoi, n'importe où. Derrière, c'est tout à fait autorisé. Et donc, on va se retrouver avec de la vente de tout et n'importe quoi dans plein de lieux. Une solution alcoolique, par exemple, ça ne doit pas être parfumé, pas de colorant, pas de parfum. Et puis pas de paillettes. Vous pouvez mettre des paillettes dans votre vie, mais pas dans la solution hydroalcoolique. Et vous pouvez aller en pharmacie et vous allez trouver un grand bac. Ah, mais il y a tout ce qu'il faut. Coloré. Il y en a toutes les couleurs. C'est vrai. Un prix promo, 5,90 le petit flacon. Puis vous pouvez vous retrouver ensuite dans un magasin bas prix ou sur une station-service, vous prenez votre essence et vous avez une solution hydroalcoolique qui a toutes les normes, sans parfum, sans colorant, qui est à 1,90 €. Donc, ça veut dire que c'est celle qu'on va acheter. Et donc, ça veut dire que faut pas penser que c'est parce qu'on va l'acheter en pharmacie que ça va être meilleur. Et c'est pas parce que c'est plus cher que c'est meilleur. Et c'est pas parce que c'est plus cher que ça va être meilleur. Alors, mais le problème, c'est que quand on dit ça, vous regardez quoi? Vous regardez d'abord l'étiquette pour vous assurer qu'effectivement tout est compatible et tout est bon? Je parlais du marketing, Marc. On choisit avec nos yeux et avec notre nez. Regardez au supermarché, tout le monde qui prend le truc de shampoing qui loue. Qu'est-ce que t'en penses? Ça t'aime bien ça? Ah non, j'aime pas. Hop, on le remet dans le rayon. C'est vrai. Donc, on est d'accord. Oui, donc c'est... Moi, en tant qu'hygiéniste, je vois ça, je dis, ah non, au secours, c'est affreux, quoi. Tout le monde l'a sniffé, c'est horrible. Il devrait y avoir des petites pastilles dessus collées de façon à ce qu'on puisse pas l'ouvrir. Comme les testeurs en pharmacie aussi. Ou alors un testeur, exactement, un testeur. Voilà. Mais vous imaginez au supermarché un testeur pour tous les produits qu'on a? C'est pas possible. Il faut être logique. Ouais. Donc, on choisit avec notre nez, on choisit avec nos yeux, et donc évidemment, c'est coloré, puis on nous dit que c'est à l'arôme de lavande ou de citron, etc. On va prendre. Parfum colorant, c'est jusqu'à 60% des allergies de tous ces produits, et notamment des solutions hydroalcooliques. C'est énorme, 60% des allergies. Donc, sans parfum, sans colorant, ça c'est déjà le premier élément. Ensuite, et sans paillettes. Ensuite, le pourcentage d'alcool. Il faut savoir que plus il y a d'alcool dans une solution hydroalcoolique, moins il passe à travers la peau, puisqu'il va s'évaporer très vite. Donc une solution hydroalcoolique, pour que vous soyez certain qu'il y ait 0% de passage d'alcool dans le sang, il faut qu'elle ait plus de 60% d'alcool. Aujourd'hui, je recommande 80% d'alcool, parce que c'est les plus performantes, et en plus, elles se conservent très longtemps une fois qu'elles sont entamées. Donc, pas de parfum, pas de colorant, 80% d'alcool. Et après, on va regarder s'il y a des normes. C'est-à-dire, est-ce qu'elle tue les bactéries? Tout ce que vous touchez quand vous allez en ville, vous touchez énormément de bactéries de la zone génitale et de la zone anale de vos concitoyens. C'est ignoble. Absolument. Donc, il faut les tuer. J'ai pas envie d'avoir de l'Escherichia coli d'un inconnu sur mes doigts que je vais mettre à la bouche. Non, pas vraiment. Non. Donc, la solution, il faut qu'elle soit bactéricide. Ensuite, il faut qu'elle soit fongicide, c'est qu'elle tue les champignons microscopiques, les levures, les moisissures, et évidemment, les virus. Il faut qu'elle tue les virus, donc il faut qu'elle soit virucide. Et c'est d'ailleurs là-dessus que beaucoup de solutions hydroalcooliques pêchent dans le commerce, c'est qu'elles sont parfois bactéricides la plupart du temps, fongicides, mais pas virucides. Il faut absolument une norme de virucidie. EN 14476. Il faut que ce soit noté sur le flacon. Et cette norme de virucidie, elle est souvent inexistante. Et en plus, il faut vérifier qu'on nous dit qu'il y a bien marqué qu'on l'a en 30 secondes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le temps d'action de la solution hydroalcoolique, c'est le temps pendant lequel les mains doivent rester mouillées de produit.
Au-delà de 30 secondes, c'est même pas la peine. On va pas passer plus de 30 secondes à se frotter les mains. Donc, EN 14476, c'est la norme de Virucidie et c'est sans doute la plus importante. Bon, c'est dommage qu'on n'ait pas le droit de donner des marques parce qu'il vaut mieux donner directement la marque de la... Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, j'imagine. Il y en a beaucoup. Non, mais donc, c'est vrai que quand on arrive quelque part, notamment par la pharmacie, par exemple, alors il y a des bacs, alors il y en a des tout petits comme ça, donc évidemment ils sont très pratiques et on se dit tiens, on va mettre ça dans la poche, on va mettre ça dans le truc. Je prends le train en permanence. Du coup, on va changer ça. Je prends le train en permanence. Et j'arrive dans une gare parisienne, je ne vais pas dire laquelle, où il y a une pharmacie dans cette gare, il y en a beaucoup de gares. Et j'avais oublié ma solution hydroalcoolique. Pour un hygiéniste, c'est carrément oublier de mettre un slip, hein, c'est l'horreur. Donc je m'en vais à la pharmacie et je dis bonjour, je voudrais une solution hydroalcoolique. Le gars me regarde et fait ah, vous êtes Christophe Versitellier? Oui. C'était voilà, plusieurs mois, je n'ai même pas sorti mon livre. Et le gars me fait écoutez, je vous connais, je vous suis en permanence, c'est pas moi qui dirige la pharmacie, je suis désolé, on n'a aucune solution hydroalcoolique efficace, vous en trouverez pas dans ma pharmacie. Alors qu'il y en avait. Il y en avait, mais aucune efficace. Correcte. C'est merveilleux. Incroyable. Une énorme pharmacie dans une gare. Et effectivement, on a regardé, vous êtes sûr? Ben regardez, il y avait des parfums, il y avait des colorants, il y avait marqué pour certaines antibactériennes, alors ça c'est celles qui ont échoué au test européen de bactéricidie, enfin de la merde. Bon, et c'était vendu bien cher dans la pharmacie. Et si on regarde ne serait-ce que la norme que vous avez évoquée, ça suffit? Ben oui, parce qu'en des temps bactéricides, vous êtes à peu près sûr qu'elle est fongicide et bactéricide. Bon, parfait. Je parlais donc du vinaigre blanc et du bicarbonate. C'est mes autres meilleurs amis. Bah, c'est les deuxièmes. Voilà. Voilà, deuxième et troisième. Mais ça, c'est ce qu'on appelle les remèdes de grand-mère. Ouais. De bon sens. Mais le vinaigre, c'est le b.a.-ba de l'hygiène à la maison, pour plein de raisons. Pourtant, qu'est-ce que ça sent pas bon. Mais alors, on peut aujourd'hui le substituer par de l'acide citrique. L'acide citrique, alors pourquoi est-ce qu'on prend plus de vinaigre que l'acide citrique? Parce que le vinaigre, il est prêt à l'emploi, c'est pas cher. L'acide citrique, c'est en poudre, il faut le diluer. Donc on est un peu feignasse, on peut cuire la soupe dans un demi-litre d'eau. Donc, mais on peut avoir exactement la même efficacité avec de l'acide citrique. Ouais. Donc exactement pareil. En fait, ce qui compte, c'est l'acidité. Et l'acidité, elle a pour objectif de pouvoir détruire le carbonate de calcium. Donc pouvoir détartrer notre robinetterie, parce que sous le tartre, il y a plein de bactéries. Donc là où il y a du tartre, il y a des microbes, donc il y a des bactéries, il faut les détruire. Donc le vinaigre ou l'acide citrique, c'est formidable pour ça. Mais on s'en sert pour plein de choses. Le vinaigre, avec une microfibre, ça nous sert à nettoyer le réfrigérateur. Les bactéries n'aiment pas du tout l'acidité, donc elles vont mourir au contact du vinaigre. Et vous allez nettoyer avec la microfibre parfaitement votre réfrigérateur. Ma mamie, elle mettait... moi, j'ai été élevé à la campagne, dans la campagne du Berry. Et le vinaigre, systématiquement, tout ce qui venait du jardin, et qu'on allait manger cru, les radis, la salade, tout ce qu'on avait, tous les fraises, elle lavait tout ça à l'eau, et puis après, elle remettait un deuxième bain, une fois qu'il c'était propre, avec un peu de vinaigre. Et figurez-vous que dans les guides de bonne pratique en cuisine de restauration collective, dans ce qu'on appelle la méthode HACCP, qui est la méthode d'hygiène en cuisine, dans tous les pays de l'Union européenne, c'est la même réglementation, eh bien, le premier élément qui a été mis en place avant l'eau de Javel, maintenant on utilise beaucoup le chlore, enfin c'est pas l'eau de Javel, c'est un dérivé de chlore, c'était de tremper ces fruits et légumes qu'on allait manger crus dans du vinaigre. 50 millilitres de vinaigre pour 1 litre d'eau froide, on laisse tremper 5 minutes, on rince, et vos salades, vos fraises, vos radis, ils sont juste désinfectés. Désinfectés, je veux dire quoi? On a enlevé tous les micro-organismes qui pouvaient se trouver dessus avant de les manger. On reste dans la cuisine, parce que moi j'ai vu un truc où là je me suis dit, incroyable, l'eau du robinet. Ouais. Alors l'eau du robinet, potable, ok, pas de problème. L'eau chaude, elle n'est pas potable. Elle n'est pas potable. Ah non, elle n'a jamais été. C'est la réglementation. Là encore, c'est pas moi qui le dis. Mais je ne savais pas du tout ça. C'est la réglementation. Mais par exemple, quand on veut faire chauffer de l'eau, on fait chauffer de l'eau, et en général, on va commencer par mettre de l'eau chaude du robinet pour ensuite faire chauffer de l'eau. Non, ça, vous allez faire ça, mais vous n'allez plus le faire. Vous faisiez ça. C'était avant. Il était une fois. Mais bien sûr. Il était une fois. Mais c'est dingue, mais moi je fais à chaque fois. Pour gagner du temps, je commence par faire vous allez gagner couler du temps chaude. maintenant et peut-être perdre des années de vie plus tard. Donc très clairement, l'eau chaude du robinet n'est pas potable. L'eau chaude du robinet, c'est une eau technique. Elle est passée majoritairement chez nous dans des ballons.
Et ces ballons, il faut savoir que là-dedans se développent des bactéries. Les ballons, d'ailleurs, on veut qu'ils soient toujours au-dessus de 70 degrés, mais le problème, c'est qu'il y a des vieux ballons qui chauffent moins bien et qui à peine arrivent à 55 degrés ou 50 degrés, et dans ces ballons se reproduisent des bactéries. Donc, et en fait, il faut savoir que le chaud, la chaleur, tue les bactéries, mais il y en a un certain nombre qui survivent. C'est-à-dire que il y a certaines catégories de bactéries, elles vont s'envelopper d'une coque épaisse, on va appeler ça des spores, et elles vont survivre à la chaleur. Et quand elles reviennent à température ambiante ou dans votre corps, elles quittent cette enveloppe et redeviennent de vraies bactéries qui peuvent créer une pathologie. Alors les pathologies, elles sont multiples, hein. Ça peut être des pathologies, alors quand on parle d'eau de boisson, des pathologies digestives. Et quand on parle de prendre sa douche, eh bien, avec l'eau chaude, si notre réseau n'a pas été bien entretenu, on va se retrouver avec des pathologies pulmonaires qu'on va appeler la légionellose, due à une bactérie qui se développe dans le ballon d'eau chaude, qui s'appelle Legionella pneumophila. Pneumophila qui aime les poumons, Legionella des légionnaires, parce que la première fois qu'on a découvert cette bactérie, c'était dans une épidémie d'infection pulmonaire à un congrès de vétérans du Vietnam en 1976 à Asilomar aux États-Unis. Et comme cette bactérie, elle n'avait pas de nom et qu'elle avait infecté les poumons des légionnaires, on l'a appelée la bactérie qui a infecté les poumons des légionnaires, Legionella pneumophila. C'est marrant, hein. Les noms des bactéries, moi j'adore, parce que c'est soit celui qui l'a découverte, soit comment on l'a découvert, elle a affecté les poumons des légionnaires, on va l'appeler comme ça. Mais alors donc du coup, la douche du matin à l'eau chaude. Si, c'est très bien, mais à condition que votre réseau d'eau soit parfaitement entretenu. L'exemple typique que je donne, c'est vous partez 3 semaines en vacances, 15 jours en vacances. Ok. Votre système d'eau chaude, il n'a pas fonctionné pendant 15 jours. Legionella pneumophila est une bactérie qui va adhérer à l'intérieur des tuyauteries. Pour pas qu'elle adhère, il faut que l'eau circule. Donc ça veut dire qu'en prenant sa douche tous les jours, ça rince la tuyauterie, donc la bactérie ne peut pas adhérer. Or, pour se reproduire, il faut qu'elle fasse de l'adhésion. Si elle n'adhère pas, elle ne peut pas se reproduire, et donc du coup, vous craignez rien. Bien. Alors, il faut déjà vérifier que votre ballon, il est quand même au moins 70 degrés. Maintenant, vous êtes absent pendant 15 jours. L'eau stagne. Eh oui. Et la dernière eau chaude que vous avez tirée, elle reste quand même dans toute la tubulure. Elle n'est pas toute sortie. Et là, la bactérie va pouvoir adhérer et se reproduire. Vous revenez de vacances. En général, on va faire le voyage en train, en voiture, en avion, etc. Donc, une petite douche. On oublie juste une chose, c'est que ça n'a pas fonctionné depuis 2 semaines. Donc, si vous prenez une douche à ce moment-là et que vous avez un ballon qui était envahi par Legionella pneumophila, les tubulures aussi, et en prenant votre douche, vous allez respirer évidemment les micro-gouttelettes d'eau contaminées. Et si vous êtes une personne immunodéprimée, une personne âgée, une personne malade, ou qui a des super grosses quantités de légionelle et que vous êtes rien de ce que je viens de dire, une légionellose. Bon. Actuellement, au Japon, vous avez l'exposition universelle à Osaka. Et l'exposition universelle à Osaka, vous avez des spectacles avec des jeux d'eau, vous avez des fontaines, il fait très chaud au Japon en ce moment. Eh bien, tout le réseau d'eau est contaminé par Legionella pneumophila. C'est public, hein, et donc ils sont obligés de tout arrêter, arrêter tous les jeux. Maintenant, vous imaginez, sur un site comme le site de l'exposition universelle à Osaka, qui est un site gigantesque, toutes les tubulures. Il faut déjà, j'espère qu'ils ont un plan de leur réseau d'eau, parce qu'il va falloir tout désinfecter. Là, on n'a pas le choix, c'est faire des chocs thermiques, mais sur des canalisations aussi longues, ça sera sans doute passer du chlore à des concentrations suffisamment importantes, mais le chlore ne fonctionnera que si les tubulures sont propres. Oui. Donc, on n'est même pas sûr qu'avant la fin de l'exposition universelle, le 13 octobre, ils arrivent à résoudre ce problème et qu'ils puissent recommencer à faire des spectacles d'eau. Et en attendant, il y a peut-être des gens qui ont été contaminés en regardant le spectacle. Il y a eu des contaminations en France, en plein été, à côté, dans le sud de la France, dans plusieurs grandes villes, où il y a des grandes fontaines dans la ville. Et les gens lisaient leurs livres à côté des grandes fontaines et ils ont respiré les gouttelettes d'eau. Ils ont une légionelle. C'est ça l'hygiène. Mais à chaque fois que vous vous baladez quelque part, à chaque fois que vous devez être dans cette analyse permanente. Alors aujourd'hui, ce sont des automatismes que vous devez avoir, mais vous prenez un train, vous prenez... ça doit être une espèce de psychose, de tout vérifier, tout analyser. Psychose, non. Psychose, absolument pas. Moi, je ne suis pas psychotique. Je n'ai pas de psychose, ça c'est certain. Ou névrose? Non plus.
Non, je dirais que j'apprends des autres humains. J'apprends de moi-même aussi, parce que je suis loin d'être parfait. J'apprends des autres et je prends des notes souvent. Puis je me dis, ça, il faut que j'en parle dans le prochain livre. Donc, ça, il faut que j'en parle dans le prochain livre. Et l'idée, c'est, mon métier, c'est observer. Mon métier, c'est de regarder. Mon métier, quand je vais dans un bloc opératoire et qu'on m'appelle dans un bloc, j'ai travaillé là, dans un énorme bloc opératoire, vous avez des problèmes de contamination dans ce bloc opératoire, vous imaginez. C'est gênant. C'est gênant, c'est très gênant. Ah oui. Alors, problème de contamination, et en plus, ils ne voulaient pas fermer les salles parce qu'ils en avaient besoin, donc ils voulaient continuer les opérations malgré la contamination. Donc, c'est juste aberrant, mais derrière, vous avez la pression médicale, vous avez la pression, enfin, c'est des trucs de folie. Et donc, on m'a fait appel pour trouver les contaminations. Et qu'est-ce que je fais ? J'assiste à toutes les opérations. J'assiste au nettoyage des salles, l'évacuation du linge, des déchets, le stockage dans les salles opératoires. Et je peux vous assurer que vous seriez étonnés entre le mythe et la réalité des salles opératoires. Ça fait 33 ans que je travaille dans les salles opératoires. Vous allez casser le système, je sens. Là. Non, je ne casse pas le système. Simplement, une salle opératoire, ça doit être vide. Et on rentre dedans ce qu'on a besoin pour une intervention. Vous avez des salles opératoires où vous avez des grands chariots grillagés, donc pas nettoyables, où vous avez dessus des tonnes de petits cartons avec toutes sortes d'aiguilles pour suturer, avec des compresses, etc., qu'on ne peut pas nettoyer, pas désinfecter, alors qu'on est censé avoir des armoires fermées pour que ça ne s'empoussière pas pendant l'intervention. Mais enfin, il n'y a pas une norme, mais une bien charte. sûr, mais il y a des guides de bonne pratique. La Société française d'hygiène hospitalière est une société extraordinaire qui émet des guides de bonne pratique. Mais derrière, il y a la réalité. Et la réalité du terrain, c'est qu'on a des blocs en France qui ont des dizaines d'années de retard. Qu'il ne faut pas s'étonner ensuite qu'on puisse être contaminé. Parce que, et en plus, le pire, c'est que quand il y a une contamination en bloc, on incrimine systématiquement le fait que ça n'a pas été nettoyé et désinfecté correctement. Sauf que dans 99,99% des cas, c'est jamais le nettoyage. Parce que le patient qui est opéré sur cette table-là, il n'est jamais au contact avec le mur qui éventuellement n'aurait pas été désinfecté. Donc ce mur qui n'est pas désinfecté n'aura aucune incidence sur le patient qui était opéré. Par contre, le fait que ce patient, on va l'opérer du bras et qu'on lui a mis on met au niveau de la table opératoire, c'est quelque chose qui bouge en permanence et on met des modules pour tenir le bras, tenir les jambes, écarter les jambes, relever, etc. pour opérer. Bien. Eh bien, je me suis rendu compte dans ce bloc opératoire que tous les modules, j'ai des milliers, des dizaines de milliers de photos, je suis tenu par le secret professionnel. Eh bien, figurez-vous que tous les modules qui servaient à tenir les bras, les jambes, ils faisaient un aller-venu entre la salle et l'extérieur de la salle où ils étaient stockés, ils n'étaient jamais désinfectés et il y en avait qui étaient moisis. Moisis. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient de la mousse, ils avaient un support avec de la mousse pour mettre le bras, sauf que c'est comme vos canapés, vous avez un revêtement, et un revêtement lavable. Sauf qu'ils étaient craquelés, vous aviez de la mousse qui ressortait, comment voulez-vous nettoyer cette mousse ? Bien sûr. Donc, il passait du désinfectant qui servait strictement à rien, la mousse était imbibée, elle moisissait. Et la mousse était moisie. Et on opérait les gens là-dessus parce que personne n'avait pensé qu'il fallait racheter ces supports avec de la mousse qui était foutue. Mais au-delà de faire appel à vous, il y a quand même un service de contrôle quand même. Non. Il n'y a Non. pas de service Non, dans les non, hôpitaux, il n'y a pas de service. Non, alors attendez. On va être très clair. Dans les hôpitaux, vous avez un service d'hygiène hospitalière. Moi, je suis coordinateur aussi d'un service d'hygiène hospitalière, dans un groupement hospitalier. Il faut savoir que tout est esprit de priorité par la direction d'un hôpital. Quels moyens on donne à l'équipe opérationnelle en hygiène ? Ça s'appelle une équipe opérationnelle en hygiène. Ce sont des hygiénistes comme moi, diplômés, et qui vont s'occuper de toutes ces problématiques à l'hôpital. Mais si vous mettez dans un hôpital, un énorme centre hospitalier, si vous mettez 2 hygiénistes pour la totalité du centre hospitalier avec 45 services ou 70 services, comment voulez-vous qu'ils aillent dans tous les services ? Comment voulez-vous qu'ils forment tout le monde ? Comment voulez-vous ? Ils n'ont pas le don d'ubiquité, ils n'ont pas une capacité d'aller partout. Donc ça veut dire que derrière, moi j'ai commencé l'hygiène hospitalière en 1992. Ça fait 33 ans. J'ai vu l'évolution. J'ai vu comment on a réussi à diminuer le taux d'infection nosocomiale en France. Parce qu'à l'époque, en 92, globalement, on n'avait pas de mesure, mais on pense qu'en France, on était à peu près à 15% des personnes qui étaient à l'hôpital qui contractaient une infection nosocomiale. J'ai vu les moyens extraordinaires qui ont été mis en place. J'ai vu
les moyens déployés, les équipes opérationnelles en hygiène se développaient, qui étaient énormes. On avait, dans des grands centres hospitaliers, on avait un médecin hygiéniste, un pharmacien hygiéniste, des pharmaciens hygiénistes, des ingénieurs biomédicaux. On avait des équipes incroyables. Tout se passait parfaitement bien et on a fait diminuer le taux d'infection à moins de 6%. 6%, ça fait quand même 500 000 personnes chaque année actuellement. C'est beaucoup. 5 000 morts. C'est 3 000 morts d'accident de la route, 5 000 morts, et on ne peut pas les mêmes efforts, les mêmes moyens à l'hôpital qu'on met au niveau de l'accident de la route. Et 2008, crise. 2008, réforme. Alors, il y a plein de réformes. Hein. La réforme Patients, Santé, Territoire, qui a regroupé tous les petits hôpitaux avec les gros hôpitaux. Dans les petits hôpitaux, on n'a mis que des directeurs délégués qui n'ont strictement aucun pouvoir. Vous avez le directeur du grand centre hospitalier qui a tous les pouvoirs. Et puis surtout, on a mis des qualiticiens. Alors ça, on en a mis. Hein. Puis on a fracturé les hôpitaux en pôles. On a mis des directeurs de pôles, des cadres de pôles, etc. Tous ces gens-là qui ne sont pas sur le terrain. Le fameux millefeuille. Le fameux millefeuille, qui n'existait pas avant. Et en contrepartie, les équipes opérationnelles d'hygiène, on ne savait pas où les foutre parce qu'il fallait les rassembler avec un pôle. Alors tantôt on les a mis dans un pôle avec l'atelier, la maintenance, tantôt on les a mis avec la pharmacie, tantôt on ne savait pas trop les mettre, puis on ne sait toujours pas où les mettre. Et puis on les a réduits. On les a réduits parce qu'en plus ils dérangent, parce que finalement on n'a plus besoin d'eux, parce qu'au bout du compte on est des qualiticiens pour faire les protocoles, donc on n'a plus besoin des hygiénistes. Et on est arrivé à quoi ? Plusieurs éléments. Premier élément, le taux d'infection nosocomiale ne diminue plus depuis 17 ans. On stagne à 5. Et on n'arrive pas à baisser en dessous. Pour information, les pays du Nord, on pourrait prenez les pays scandinaves, on est à 2,9. Ah oui. Bon, maintenant, prenez la Grèce, qui a eu tellement de problèmes économiques à la même époque, ils sont à 10. D'accord ? Mais nous, la France, 5e, 6e puissance mondiale, qu'on stagne à 5,5%, c'est juste pas possible. Mais donc, pour redonner un ordre d'idée, 5,5%, ça fait combien ? 500 000 personnes 500 000 chaque année, personnes, 5 000 morts. 5 000 morts. Voilà, globalement, c'est ça. Attention, je parle d'infection nosocomiale et pas d'infection associée aux soins. Bien sûr. Associée aux soins, c'est toutes les infections contractées, quel que soit le lieu et quel que soit le soin. Donc à la fois l'infection que l'infirmière peut vous contaminer quand elle vient faire des soins à domicile, chez le dentiste, en EHPAD, chez le kiné, etc. Mais là, je parle que nosocomial, c'est-à-dire qu'à l'hôpital. Vous imaginez qu'on n'arrive pas à baisser. Mais on n'arrive pas à baisser pourquoi ? Tout simplement parce que derrière, on a baissé tous les moyens. Et que quand on me parle aujourd'hui, et je ne fais pas de politique, je suis simplement un hygiéniste parmi d'autres. Entre parenthèses, pendant le Covid, les hygiénistes étaient au premier rang, c'est eux qui ont tout mis en place dans les hôpitaux, on n'a jamais entendu parler, on n'a jamais laissé parler un seul hygiéniste, alors qu'il y en a, et c'est obligatoire, dans tous les hôpitaux de France. Je ferme la parenthèse. Des gens beaucoup moins qualifiés et beaucoup moins spécialisés et connaissant beaucoup moins le domaine se sont exprimés partout sur la radio, les télés et dans les journaux en racontant des conneries gigantesques qui ne connaissaient pas le sujet, alors que les hygiénistes, ils connaissaient parfaitement le sujet. Il va falloir redonner les lettres de noblesse aux hygiénistes. D'ailleurs. Information marque. Oui. Il n'y a pas de diplôme d'hygiéniste en France nationale. J'allais vous demander. Du tout. Donc, vous imaginez que ces hygiénistes, ils sont pas revalorisés, ils sont pas dans les grilles de fonction publique, ils sont pas dans les grilles FEAP, c'est-à-dire des hôpitaux privés participant au service public. Ils sont nulle part. Ils sont des invisibles, ils sont pas reconnus, et il n'y a même pas un diplôme national d'hygiéniste. Alors qu'ils sont essentiels. Alors qu'ils sont obligatoires par la loi et qui sont essentiels. Et alors, aujourd'hui, on nous parle de déficit, sécurité sociale, budget, machin, bidule. Ne serait-il pas plus malin, plus intelligent, plutôt que de parler de coût de la santé, de parler de coût pour ne pas être malade? Prévention. Ben ouais. C'est-à-dire que aujourd'hui, ça coûte des milliards. Toutes ces personnes qu'on contamine à l'hôpital, tous ces traitements supplémentaires qu'on doit donner à ces patients qui ont été contaminés, ces arrêts de travail supplémentaires et ces opérations qu'on doit reprendre, qu'on doit réopérer parce que les gens ont été infectés, ça coûte un fric. Il y en a qui a dit ça coûte un pognon de dingue. Ouais, c'est vrai. Mais ça coûte un pognon de dingue. Sauf que la prévention, je n'entends rien depuis très longtemps qui me parle de prévention et d'hygiène à l'hôpital pour enfin se dire, ce problème, il c'est peut-être temps qu'on mette quelque chose en place. Alors, si ça rapportait à l'État, c'est-à-dire que pour pouvoir faire baisser 3000 morts d'accidents de la route, on a mis
des flashs partout, hein, des radars. C'est-à-dire, on fait de la prévention, mais en même temps, c'est surtout parce que ça rapporte. Sauf que faire de l'hygiène à l'hôpital, il faut être très clair, ça va rapporter, mais sur le long terme. Il faut qu'un ministre ait un jour, un ministre de la Santé, ait le courage de dire ce qu'on va mettre en place, c'est un plan sur 10 ans. Et dans 10 ans, tout ira mieux. On fera les comptes. Mais aujourd'hui, il faut investir. Il faut casser l'hôpital de millefeuille, il faut le casser, il faut casser tous les pôles, il faut remettre les gens sur le terrain, on a besoin de soignants, on n'a pas besoin d'administratifs supplémentaires à l'hôpital. En faisant les pôles, en créant des pôles dans les hôpitaux publics, on a remis des chefs de pôle, on a remis des gens qui se crêpent le chignon parce que c'est à qui va avoir le plus de pouvoir. Où est le patient dans tout ça, hein, très clairement. On a besoin de terrain, on a besoin d'hygiénistes sur le terrain, on a besoin de revaloriser cette profession, on a besoin d'un diplôme national d'hygiéniste, on a besoin d'équipes opérationnelles d'hygiène réellement efficaces. Quant à tous ces égos qui se crêpent le chignon, on n'en a pas besoin, parce que derrière, il y a des familles qui souffrent, il y a des gens qui meurent, parce qu'on a eu des défauts d'hygiène sur le terrain, et que 20% des infections nosocomiales seront dues à des fautes professionnelles. 20%. Donc déjà 20% de 500 000, ça fait déjà 100 000 qu'on pourrait éviter. La question que je me pose du coup, et merci pour cette analyse et cette franchise, mais que je considère comme acquise, c'est-à-dire que tout le monde est d'accord avec vous dans ce que vous dites, et ce constat, il est terrifiant. En revanche, demain, je dois subir une opération, j'ai envie de connaître peut-être la note, l'appréciation d'une salle d'opératoire, d'un bloc opératoire qui va m'accueillir. Est-ce que ça existe, ça ? Oui. Alors, pas la note du bloc, mais la note de l'hôpital. En France, on a mis en place un système qui se complexifie, qui vaut ce qu'il vaut, mais qui a le mérite d'exister et qui ne peut que se bonifier. Ça s'appelle la certification. C'est la loi Juppé. La loi Juppé, c'est d'avril 96, les ordonnances du 24 avril 96. Alain Juppé met en place plein de choses. Et une vraie réforme hospitalière, et voilà une vraie réforme qui va durer, et notamment, il met en place une certification obligatoire des établissements de santé. Qu'est-ce que c'est ? Tous les 4 ans, établissements de santé publics, privés ou privés participant au service public, vous allez avoir des experts visiteurs qui ont été formés et désignés par la Haute Autorité de Santé. Alors ça, la Haute Autorité de Santé, c'est un sacré truc, c'est un monstre en France, hein. Ça gère tellement de choses, on se demande un peu parfois c'est ce que gère le ministre, parce que la Haute Autorité de Santé gère tout, ça permet aussi de donner une stabilité, et il gère notamment cette certification. Et donc il y a un manuel de certification, et on va envoyer des experts. Alors, le nombre d'experts est fonction du nombre de lits qu'il y a dans l'établissement. Plus il y a de lits, plus il y a de services, plus on envoie des experts. Pendant 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours, 6 jours, 7 jours, ça dépend de l'établissement. Et ils vont venir, eu égard de ce manuel de certification, vérifier comment fonctionne l'établissement. Dont l'hygiène. Dont l'hygiène. La maîtrise du risque infectieux en fait partie. Et donc, quand il y a un bloc opératoire, ils vont venir évaluer les pratiques au bloc. Alors évidemment, c'est imparfait. Pourquoi ? Tout simplement parce que on évalue des protocoles, on évalue des traçabilités, on évalue un process, c'est-à-dire un déroulé. Les experts vont pas aller assister aux opérations, mais ils vont voir ce qui se passe au bloc, ils vont poser des questions au personnel, et ça c'est formidable. Ils vont essayer de comprendre, essayer le patient en sécurité. Si jamais il y a un dysfonctionnement, qu'est-ce que vous faites ? Donc c'est perfectible, mais ça existe. Et donc, vous pouvez taper sur la Haute Autorité de Santé, dans la rubrique certification, le nom de votre établissement de santé, de votre ville, de votre grande ville, ou des établissements qui sont dans votre région, et vous allez tomber sur les rapports de certification, et vous allez pouvoir voir comment ils sont notés, et de voir où est-ce que ça pêche. Donc, ça, c'est déjà, je trouve, quelque chose de chouette. Il faut rajouter à cette certification, et c'est là où je trouve que ça pêche, mais il faut rajouter plus d'hygiène. C'est-à-dire, il faut, pour moi, je pense, et ça c'est le grand plan à 10 ans, il faut former des hygiénistes sur des diplômes nationaux, diplômés reconnus et avec un salaire décent, et il faut que dans tous les processus de certification, il y ait un hygiéniste. Mais alors donc, du jour au lendemain, on peut se décréter hygiéniste ?
Alors, de mon S'il n'y a temps, pas de certification officielle. de mon temps, en 92, il n'y avait même pas de diplôme universitaire, hein, d'accord. Donc, il faut savoir qu'on le passait dans des écoles privées, les hygiénistes. Alors maintenant, c'est les universités qui doivent, alors, la formation n'est pas la même en termes de durée d'une université à une autre. Alors, vous avez quelques diplômes interuniversitaires, mais le diplôme universitaire de prévention des infections nosocomiales, il n'est pas pratique, il n'est pas terrain. On fait beaucoup trop de statistiques, souvent enseignées par des médecins, et qui s'adressent à des infirmières, qui sont en train de nager complètement. Ça ne correspond pas à ce qu'elles vont avoir comme préoccupation sur le terrain. Ensuite, la durée de la formation, pour certains, c'est 8 semaines, pour d'autres, c'est 6, pour d'autres, c'est 9. Le contenu n'est pas le même. Et donc, on se retrouve avec... Enfin, c'est comme si on disait... Enfin, c'est comme si on disait que toutes les infirmières n'avaient pas suivi, ou tous les médecins, le même cursus, avec les mêmes infos, et qu'au bout du compte, ils sont tous infirmiers ou infirmières. Donc, incroyable. je suis hygiéniste. Moi, en 92, j'ai passé mon diplôme d'hygiéniste dans un organisme privé, une école privée. Il n'y avait pas de diplôme universitaire. Je suis hygiéniste. J'estime aujourd'hui de ne pas être un faussaire dans mon travail. Hein. Et j'ai travaillé dans plus de 260 établissements différents en tant que consultant. Ça fait longtemps et j'ai fêté hier mes 30 ans que je suis à mon compte en tant qu'hygiéniste. Donc c'est quand même... Voilà. Donc, si j'ai duré, c'est parce que j'avais une compétence. Bien sûr. Mais il faut savoir que les hygiénistes n'ont pas tous la même formation en France. Et c'est ça qui est terrible. Il est urgent de remettre de l'hygiène... Alors, dans la vie de tous les jours, je le fais avec mon livre. Et dans la vie de l'hôpital, c'est un ministre qui peut faire ça. Et c'est absolument indispensable. Moi, je veux voir un plan sur les hygiénistes, l'hygiène, la prévention des maladies à l'hôpital sur le long terme. Et je veux qu'on fasse réduire ces infections de moitié par rapport à aujourd'hui. Il faut que dans 10 ans, on soit à 2,9 et qu'on soit plus à 5,8. Et pour le coup, ça, c'est une conséquence qui coûte beaucoup d'argent. Bah, ça coûte des milliards. Ça coûte des milliards. Bien évidemment que ça coûte des milliards. Donc, la prévention, elle coûte. Mais la prévention, elle va rapporter parce que c'est des intérêts sur l'avenir. C'est ça qui est important. Donc oui, il n'y a pas un flash, il n'y a pas des radars dans les hôpitaux qui pourraient rapporter de l'argent chaque fois qu'il y a une contamination. C'est bien dommage, parce que sinon, ça fait longtemps qu'on les aurait. Non, mais c'est surtout que c'est super flippant. Ça l'est. Ça l'est. Et alors, là où ça l'est, c'est que on a aussi une culture qui est terrible, c'est la culture du mensonge. La culture du mensonge, c'est quoi? À partir du moment où une famille perd un proche, il s'est fait opérer le lundi, enfin il est rentré à l'hôpital le lundi, il se fait opérer le mardi, dans la nuit du mercredi au jeudi, il chauffe, il a de la température et le jeudi il décède. Courant. C'est horrible. Quelqu'un qui n'avait pas de pathologie préexistante, etc. Donc il s'est passé quelque chose. Eh bien tout le monde se couvre. Eh bien ça va être la catastrophe plutôt que de reconnaître. En plus, la réglementation a mis en place tout un processus qui permet d'indemniser les gens. On a une commission nationale d'indemnisation des accidents médicaux. Cet office national d'indemnisation des accidents médicaux, l'ONIAM, est fait pour donner une indemnisation décente à ceux qui ont un préjudice ou aux ayants droit de la personne qui est décédée dans l'année qui suit. Cet organisme, elle fout des bâtons dans les roues de tout le monde. Oui. Ils n'indemnisent pas dans l'année qui suit. Plutôt qu'ils soient aidants, ils sont culpabilisants. Ils ne jouent pas du tout leur rôle. Il faut réformer tout ça. Très clairement aujourd'hui, à l'hôpital, il y a eu un pépin, qu'on pose les choses sur la table. Parce que ce pépin, il ne devait pas avoir lieu. Ok, la personne ne devait pas mourir. Elle est morte. Très bien. Faisons notre mea culpa. Disons aux familles la vérité. Ne laissons pas la famille dans un état de précarité et s'en aller sur un procès pendant 10 ans, ou peut-être qu'ils ne sauront jamais ce qui s'est passé. On fait mieux son deuil quand on sait ce qui s'est passé, qu'on dise la vérité aux gens, qu'on ne leur cache pas. Et on voit tous les médecins qui sont en train de se protéger les uns les autres. On sait qu'un tel, c'est un cochon. On le sait pertinemment, mais il ne faut pas le dire. Moi, attendez, je le vois au bloc opératoire. Je forme les soignants. Ils m'expliquent. J'ai formé des dizaines de blocs. Ils me disent ce qui se passe. Ils me disent, très bien, un tel, il ne faut pas le faire opérer. De toute façon, c'est systématiquement que tous les gens qui l'ont opéré du tibia, ils reviennent 3 semaines après parce qu'ils ont une infection, il faut les réopérer. On le sait. On le sait. Donc, faisons pas souffrir les gens davantage, les familles davantage. On a une réglementation, les assurances sont faites pour ça. Expliquons.
faisons notre mea culpa, faisons en sorte que ça ne se reproduise plus. C'est le principe des événements indésirables, on les traite, on fait un comité de retour d'expérience, et puis à partir de là, on fait en sorte que, ok, il s'est passé ça, ok, on va indemniser la personne, on va lui expliquer, on va expliquer à la famille ce qui s'est passé ou au patient, on ne va pas lui mentir, et puis de notre côté, on va faire en sorte d'améliorer les choses. Et on a un processus qui existe, qui est à l'amiable, qui permet d'être indemnisé. Ça ne marche pas. Donc, aujourd'hui, le bilan de tout ce processus, c'est que ça ne fonctionne pas, que l'indemnisation des accidents médicaux, ça ne fonctionne pas, qu'on laisse les gens dans des états de précarité épouvantables, on leur cache la vérité. Et aujourd'hui, les hôpitaux, il va falloir qu'ils apprennent à dire la vérité. C'est le premier respect du patient. C'est le respect du patient, c'est de lui dire la vérité sur ce qui lui est arrivé et pas lui cacher avec des raisons qui sont complètement abjectes. C'est de votre faute, vous aviez déjà ça, gna gna gna. Ou alors, c'était inévitable. Non, c'était pas inévitable. Ou alors, on intimide les gens en leur disant, mais on vous avait informé des risques, hein. Vous avez signé un papier comme quoi vous reconnaissiez. Sauf que c'est pas une décharge. Ça n'a jamais été une décharge. Marc, la décharge n'existe pas. En fait, les médecins ont une obligation d'information du patient et ils doivent avoir une preuve comme quoi ils ont dit au patient en quoi consistait l'intervention, quelles étaient les conséquences potentielles positives ou négatives, et comme quoi ce papier, le patient reconnaît qu'il a été informé. Parce qu'il y a une obligation d'information. Mais c'est nullement une décharge. Sauf qu'on le fait passer pour une décharge. Exact. Et que les gens pensent qu'en signant ça, ils ne peuvent plus rien faire. Et d'ailleurs, on ose leur dire, vous avez signé ? Vous avez signé. Mais absolument. Non. Le papier qu'on signe est une traçabilité comme quoi on a été informé. Donc on raconte n'importe quoi aux gens. Et il faut arrêter, je vous assure. Vivement que j'arrive au ministère de la Santé. Mais vous savez quoi Vraiment. Mais est-ce que au travers de votre livre, alors ou peut-être au travers des relations que vous avez, puisque médiatiquement maintenant vous avez une vraie visibilité, est-ce que on vous entend ? Est-ce que vous êtes monté à un certain étage ? Non. Non, pas du tout. Non. Moi, vous aimeriez ? Alors, moi aujourd'hui, je suis un petit hygiéniste de province. Ce petit hygiéniste de province qui vient de Strasbourg, il monte à la capitale, il vient faire des choses, parce que pour me faire entendre, alors à Strasbourg, je me fais entendre, j'ai fait plein de choses, et je viens à Paris pour apporter des infos, une fraîcheur, parce que je ne suis pas un vieux bougon, je suis plutôt joyeux. Et un discours de vérité. Et alors, de ma vérité. Ma vérité, on peut ne pas la partager. Mais elle est prouvée. Et aujourd'hui, je ne suis pas là pour foutre le bordel nulle part. Je suis là pour dire, voilà, dans le livre, les éléments scientifiques. Et puis là, on déborde. Je me suis laissé déborder. Je me suis laissé déborder. Et voilà ce que je sais. Voilà ce que je sais, voilà ce que je vois, voilà ce que j'ai compris. Et voilà la voie dans laquelle je pense qu'on pourrait aller. Bon. En tout cas, je voudrais juste, parce que j'ai d'autres questions à vous poser, mais je voudrais juste qu'on referme cette histoire de bloc opératoire en tant qu'hygiéniste. Oui. Comment procède un hygiéniste au bloc opératoire ? Il fait des prélèvements ? Non. C'est pas la première chose qu'on fait. Ça n'a strictement aucun intérêt. Et je vais vous expliquer pourquoi. Regardez cette table, imaginez que c'est une table opératoire. Un prélèvement, ça se fait avec ce qu'on appelle une boîte de pétri. C'est une boîte qui n'est pas plus grande que cette petite cloche, qu'on va appliquer sur la surface, et ensuite on va envoyer au laboratoire, parce qu'en faisant ça, j'ai collé éventuellement des bactéries sur cette boîte, et elles vont se développer, et on va voir au bloc opératoire combien il y en a par centimètre carré. Mais le prélèvement que j'ai fait ici, Marc, n'est pas représentatif du prélèvement qui pourrait être là, ou là, ou là. Donc je peux très bien faire 3 prélèvements à 3 endroits et qu'il n'y a rien, et puis que partout ailleurs, il y en a. Okay. Donc les prélèvements, ils ne m'intéressent pas en tant qu'hygiéniste, et ce n'est pas les prélèvements qui vont être l'élément crucial en matière d'hygiène. En matière d'hygiène, en matière de prévention des risques, c'est la vue. C'est l'observation. Moi, je vais observer au bloc opératoire, j'assiste aux interventions, je suis dans un coin de la salle, je regarde ce qui se passe, je regarde les gestes, je regarde ce qu'on a ouvert comme paquet de compresses. Est-ce qu'il y a un instrument qu'on n'aurait pas mis au bon endroit sur la table opératoire ? Est-ce que le médecin... Vous savez qu'il y a plein de chirurgiens qui opèrent avec un calot de boucher. Il y en a même qui ont décidé de ne plus prendre des calots à usage unique qui permettent d'être jetés, mais des calots en tissu
Parce que c'est plus joli, c'est plus fun, et puis qu'ils lavent chez eux à la fréquence indéterminée. Des sortes de bandanas. C'est ça, c'est les pirates des Caraïbes de l'opération, voilà. Donc, attendez, stop, on arrête. Et alors, non, on peut rien lui dire parce que vous comprenez, lui, il opère beaucoup de personnes, et puis en plus c'est un caractériel, donc on peut rien dire. C'est un professeur, on peut rien dire, vous imaginez, etc. Mais en matière d'hygiène, j'ai toujours été très entreprenant et pas du tout intimidable. Donc même à 27 ans, j'y allais. Je fonçais dans l'art. Vous m'impressionnez pas, monsieur. Vous êtes un humain comme moi. J'ai des connaissances que vous n'avez pas et vous avez des connaissances que je n'ai pas. Mais ça veut dire que vous basez votre analyse d'hygiéniste sur de la gestuelle et de ce que vous voyez Une coiffe qui n'englobe pas la totalité de la chevelure alors qu'il est en train d'opérer un os, alors que l'osseux, c'est quand même super important et que ça se contamine vite. Le moins de cheveux qui va tomber, sachant qu'on en perd une centaine par jour, il y en a bien un qui va tomber sur la table opératoire ou dans la plaie à un moment donné, dans sa journée opératoire. Oui, mais... Le masque n'est pas bien porté, ou il y en a qui opèrent avec le masque sur la bouche, ou alors qui n'est pas attaché correctement sur les côtés et qui baille sur les côtés. Donc le masque ne filtre plus ce que la personne expire au moment où elle opère. Les gants, changer de gants à chaque temps opératoire. Je leur apprends qu'il faut mettre 2 paires de gants, de façon à ce qu'on ait toujours la main gantée avec un gant stérile, et on enlève le gant extérieur qu'on change à chaque fois. Il y en a, ils en ont rien à foutre, ils en mettent qu'une paire, et hop, on enlève le gant, et puis on l'enlève parfois au-dessus du patient. Conclusion, les squames, les machins, ça va se trouver, alors que logiquement, on doit opérer avec 2 paires de gants. Il existe maintenant des paires ultra fins, et on me fait, ah non, 2 paires de gants, la sensibilité, je perds en sensibilité. Oh bah oui, mais si vous perdez le patient parce qu'après il a une infection zoocomiale et qu'il en meurt, je ne suis pas sûr qu'on ait gagné les choses. A contrario, Christophe, est-ce que ça veut dire que quelqu'un qui met tout en place, qui suit les protocoles, qui fait les choses, mais ça ne veut pas dire que sur le plan microbiologique, ça soit optimal? Bien sûr que si. Bien évidemment. Quand vous postillonnez, vous émettez des millions de bactéries. Si vous mettez le masque correctement, obligatoirement, vous aurez plus des millions de bactéries sur les surfaces sur lesquelles vous pourriez faire des prélèvements. Mais vous pouvez en avoir. Vous pourrez en avoir, oui, mais c'est un ensemble, parce que vous n'allez pas gérer que l'hygiène de la personne, vous allez gérer les personnes qui font le nettoyage et la désinfection des surfaces, vous allez gérer le personnel qui s'occupe de la stérilisation du matériel, vous allez gérer le personnel qui s'occupe de laver le linge et de le conditionner, vous allez vous occuper des personnes qui évacuent les déchets de la salle, vous gérez tout. Un hôpital, c'est une fourmilière. Vous avez plein de métiers différents et dans une salle opératoire, entre le chirurgien, l'infirmière de bloc opératoire, le médecin anesthésiste, l'infirmier anesthésiste, les aides-soignants, les agents de service qui viennent faire le ménage, enfin le bio-nettoyage dans les salles, vous avez le personnel de maintenance qui vient de s'occuper de la... Il ne faut pas s'oublier qu'on a de l'air qui est filtré, donc il faut s'occuper de toute cette maintenance. C'est un ensemble, il faut travailler sur chacun et chaque élément doit être maîtrisé, et à partir du moment où on travaille sur chaque élément, on va diminuer les risques. En fait, l'hygiène, c'est une diminution des risques. Le risque zéro n'existe pas. On peut avoir tout fait, et que d'un seul coup, par hasard, il y a un projecteur qui se décroche. Vous voyez, tout est possible. Mais le but, c'est de diminuer les risques. Et c'est ça l'idée. L'hygiène, c'est une science de diminution des risques. Le risque zéro n'existe pas, mais on va déplacer le curseur. On sait ce qui est parfait, qu'on n'y arrivera pas. On sait où on est. Maintenant, déplaçons le curseur. Un mot sur les EHPAD. Ouais. Vous intervenez en EHPAD? Bien sûr. Dans mon groupe hospitalier, on en a 4. Et là, permettez-moi de dire, peut-être en mettant des gros guillemets, j'imagine que le spectacle doit être assez affligeant quand on parle d'hygiénisme ou pas? Je vois dans les EHPAD un personnel qui est majoritairement, et plus que majoritairement, qui est à 90% exceptionnel. Dévoué. Oui. Il faut être très clair. Je vois du personnel qui est fait pour ça, qui est là pour ça, qui est là pour le bien-être des résidents, des directions d'EHPAD qui sont extraordinaires, qui sont proches de leurs résidents. Je vois dans ces EHPAD qu'on fait des choses exceptionnelles. C'est pas l'image qu'on nous en donne. Ouais. Mais il faut regarder derrière le bordel dans lequel on est. Quel est le bordel, Marc? Dans ces EHPAD, comme à l'hôpital, on a besoin d'infirmières pour faire les soins, donc tous les soins, faire des pansements, poser des cathéters, le sondage urinaire, etc. Et donner des médicaments.
On a besoin de médecins qui fassent les diagnostics, qui fassent des ordonnances, qui prescrivent des soins, des médicaments, etc. On a besoin d'aides-soignants qui font les toilettes, qui vont aider le patient à se lever, qui vont l'emmener au WC. Donc, des aides-soignants, c'est hyper important. Et puis, on a besoin d'agents de service qui s'occupent du linge, des déchets, qui nettoient les chambres, qui distribuent les repas. Donc, chacun sa place. Puis, on a besoin d'animateurs, on a besoin d'ergots, de kinés, etc. Donc, là encore, un ensemble de personnel. Bien. Problème, on a dans ces EHPAD un vrai problème de recrutement de personnel. C'est-à-dire on n'arrive plus à recruter. Et ceux qu'on n'arrive plus à recruter, ce sont les aides-soignants, ceux qui font les toilettes. Parce que c'est dur et mal payé. Parce que c'est dur, parce que c'est extrêmement pénible et qu'effectivement, c'est pas bien payé avec des horaires. On travaille parfois le week-end, on travaille parfois la nuit, etc. Alors on en est arrivé à faire quoi? Mais il faut le dire, personne n'en parle. Du fait qu'on n'a plus assez d'aides-soignants qui sortent des écoles. Et puis, il y en a, alors on n'en avait pas assez, on a augmenté les quotas, mais comme on a recruté n'importe qui et que Pôle emploi envoyait n'importe qui, c'est 1 an pour être aide-soignant. Hein. Commence en septembre, finit en juin. Pôle emploi, ils envoient tellement des gens, n'importe qui au mois de septembre, ils disent « Oh, on va augmenter les quotas, donc on en formait 20 dans telle école d'aides-soignants, et maintenant on va en mettre 40. » Sauf que les gens, ils ne vont pas par envie. Ils y vont parce qu'on les a casés là. Il y en a beaucoup qui sont des personnes qui arrivent en France, qui ne maîtrisent pas obligatoirement notre langue. Donc en plus, comment voulez-vous qu'elles apprennent? Il faut d'abord qu'elles puissent apprendre notre langue pour qu'elles puissent apprendre, pour être formées. Puis beaucoup ne sont pas là par envie de soigner. Alors quand ils commencent à faire des stages en EHPAD au cours d'année, ils abandonnent. Parce que se retrouver face à un corps vieillissant, le poids, face à la mort, des petits jeunes qui ont 20 ans et qui se retrouvent là-dedans, mais ils fuient. Donc, on en a 40 au début, puis on n'en a plus 15 à la fin de l'année. Et puis ces gens-là, ceux qui sont formés, il y en a une partie, c'est parce qu'ils ne pouvaient pas faire autre chose, d'accord? Donc déjà, ils arrivent dans les EHPAD, ça ne se passe pas toujours bien, mais le pire, c'est qu'il n'y en a toujours pas assez des aides-soignants. Conclusion, on a inventé des agents de service qui font des soins. On appelle ça les ASH soins, agents de service hospitalier soins. Alors c'est quoi? C'est une personne qui avait un métier avant, qui était à l'usine, qui a travaillé 30 ans dans une usine, et puis qui a été licencié, qui n'a pas de qualification. Et puis pour trouver un métier, on va lui dire vous allez travailler à l'EHPAD. Donc on l'envoie à l'EHPAD. Elle n'a fait aucune formation, hein, strictement aucune. Elle n'a même pas fait l'année de l'aide-soignant. Et elle va faire des toilettes. Elle va faire des douches. Elle va retrouver avec des gens nus. On ne lui a jamais parlé de la pudeur, de comment on soulève une personne âgée, de comment on fait pour respecter la pudeur des gens, comment communiquer avec une personne. Rien. Et c'est de la maltraitance. C'est-à-dire que derrière, on a un problème, c'est déjà, on ne sort pas assez d'aides-soignants, et pas toujours des aides-soignants motivés. Mais en plus, comme on n'en a pas assez, on est obligé d'embaucher n'importe qui, qu'on met et qui vont faire le même travail que les aides-soignants en étant moins payés, alors sachant que les aides-soignants sont déjà pas bien payés, mais des gens qui n'ont même pas suivi cette année de formation et qui font le même travail que les aides-soignants. Et si on n'avait pas ces ASH soins qu'il faut absolument remercier, qu'il faut absolument leur dire mais merci d'être là, parce qu'il y en a plein qui sont formidables et qui après, on va d'ailleurs leur payer une année pour qu'elles puissent être soignants, parce qu'on peut, en France, on a la chance de faire ce genre de choses. Il y en a des formidables, mais il y en a plein. On les a bazardés là, face à un corps âgé, et on leur dit « démerde-toi » et elle n'est pas formée. Et après, on parle de maltraitance. Mais c'est logique. Aujourd'hui, on ne peut pas bazarder dans un EHPAD des gens qui ne sont pas formés à la vieillesse. Le vieillissement, c'est des gens qui n'entendent pas bien. C'est des gens à qui il va falloir parler fort. Il ne faut pas s'énerver s'ils ne comprennent pas. Il ne faut pas les insulter. Ils sont là parce que c'est des personnes âgées dépendantes. Donc, c'est normal qu'on les aide. On ne doit pas les laisser sans surveillance. On doit vérifier. Mais si on n'a pas le personnel qualifié qui a eu un apprentissage pour ça, il ne faut pas s'étonner qu'il y ait de la maltraitance dans les EHPAD. Et du manque d'hygiène. Eh bien, évidemment, parce que ces gens-là, quand on parle de ne serait-ce que d'hygiène corporelle, faire une toilette, ça veut dire on prend un gant propre, on le mouille, on met un tout petit peu de savon, on commence par le haut, et puis ensuite on fait le torse, puis on lave on rince le gant, on rince le corps, on met très peu de savon parce que l'épiderme d'une personne âgée nécessite très peu de savon parce que sinon elle ne produit plus assez de sébum, donc elle a la peau toute sèche, puis on finit
par le bas, la zone génitale, la zone anale. Puis quand on est allé en bas, on ne remonte pas en haut. Puis le gant, on le met au sale. Mais ça, on ne leur a jamais appris. Donc, vous vous retrouvez avec des personnes qui vont faire ce métier sans diplôme, qui sauvent l'institution, parce que sinon, ça serait le gouffre. on n'aura pas de personne pour faire les soins, donc Bien on n'a sûr. pas le choix. Bien sûr. On n'a pas le choix. Mais ça part de revalorisation de l'institution et des salaires. Marc, il faut quand même se dire qu'on a eu un Grenelle des professions de santé juste après le Covid, soi-disant pour augmenter le salaire de tous ces professionnels. Bien. Alors, tous les professionnels, non, ce n'était pas le cas, puisqu'il n'y avait pas les hygiénistes, au passage. Mais il faut quand même leur dire une chose, c'est que les primes qu'on a débloquées, là, elles ne sont pas prises en considération dans le calcul de la retraite. Ça veut donc dire que toutes les primes que les gens ont reçues, très bien, hein, ça a permis d'augmenter un petit peu les salaires, et tant mieux, il fallait. Mais là-dessus, il n'y a pas de charge. C'est-à-dire que pour pouvoir faire penser qu'on élevait les salaires, on n'a pas fait un brut, on enlève les charges. On a dit on met 250 € supplémentaires. Évidemment, si on enlève les charges, ça fait plus que 125. Donc on a dit on met 250, c'est pas chargé. Mais ce qu'on ne dit pas aux gens, c'est que le jour où ils se retrouvent à la retraite, ils vont se retrouver dans une sacrée situation de précarité, parce que comme ces primes, elles ne sont pas soumises aux charges, on ne cotise pas pour la retraite, et donc votre brut qui sera pris en considération dans vos 25 meilleures années ne prend pas en charge toutes les primes que vous avez eues. Donc ces gens-là, ils ont trimé toute leur vie, ils ont pris soin des autres, des personnes âgées notamment, et ils arrivent à la retraite, ils vont se retrouver avec des retraites épouvantablement basses. Et ça va être un choc, mais un choc gigantesque. Et c'est pas évidemment motivant pour la jeune génération et pour tous ceux qui ont envie évidemment de se lancer dans cet accompagnement. Ce qu'on veut, le salaire, c'est quand même le nerf de la guerre, comme disait ma mamie. Un peu. Et il faut que les gens y vivent décemment. Et il est quand même important de dire que les professions de santé, si elles n'étaient pas là, on serait peut-être vous et moi morts depuis longtemps, parce qu'on n'aurait pas été sauvés par tous ces gens qui sont là pour nous soigner. Moi, ce sont mes collègues de boulot. Eh bien, c'est des gens extraordinaires qui se battent tous les jours, qui font un tas de choses formidables. On ne les reconnaît pas. Puis alors, en plus, le public est de plus en plus exigeant, voire agressif. Donc, c'est difficile. Hein. Ils vont se retrouver malheureux à la retraite. Est-ce qu'un hygiéniste gagne bien sa vie ? Eh bien, ça dépend de l'établissement où on est. Faut être très clair. Si on est infirmière à l'hôpital et qu'on est hygiéniste, on est payé comme infirmière. Vous n'avez rien d'autre. Pour pouvoir vous en sortir comme hygiéniste à l'hôpital, il faut passer un diplôme de cadre. Donc, il faut au moins faire l'école de cadre pour être reconnu en tant que cadre, mais pas comme cadre hygiéniste. Alors, vous serez cadre hygiéniste, mais vous serez payé en tant que cadre. Il faut absolument changer ça. Si vous êtes médecin, et que vous êtes hygiéniste, eh ben, vous êtes bien payé en tant que médecin. En tant que médecin. Voilà. Mais c'est pas la partie hygiéniste qui va vous rapporter. Si, la partie hygiéniste, elle vous rapporte quoi ? Des emmerdes. Il faut être très clair. À l'hôpital, l'hygiéniste, vous êtes sûr que si ça fonctionne bien, on vous remercie pas. Et si ça fonctionne pas bien, c'est de votre faute. Ah, c'est ça. Tous les hygiénistes de France vous le diront. Combien il y en a en France ? Faut calculer, je n'ai pas le chiffre en tête, mais quelques milliers. Pourquoi ? Parce que vous calculez le nombre d'hôpitaux, de cliniques publiques, privées qu'il y a, et vous comptez sur, une moyenne de 2 hygiénistes par établissement, alors qu'il en faudrait 2 à 3 fois plus, d'accord ? Donc il n'y en a pas tant que ça. Et c'est pour ça aussi que ce ne serait pas une incidence énorme d'avoir un cursus, de pouvoir revaloriser les salaires, mais il faut faire quelque chose. Mais donc vous n'avez pas une fédération, vous n'avez pas du tout. Par contre, vous avez une société française. Il y a une société française d'hygiène hospitalière. C'est une société privée à laquelle vous pouvez cotiser, qui organise un congrès tous les ans. Il y avait un congrès à Marseille, là, je n'ai pas pu y aller, et qui crée des recommandations. Oui, ça existe. Mais c'est une société française d'hygiène hospitalière, on est d'accord. Bon, on referme la parenthèse là-dessus. Oui, c'est ça. On referme la parenthèse là-dessus. Je voudrais qu'on prenne 5 minutes encore, parce que c'est passionnant de vous écouter, Christophe. Moi, je pense toujours... Je suis un peu bavard. Non, mais c'est formidable. Mais en plus de ça... D'abord, 1, c'est plein de bon sens. 2, c'est d'une logique implacable. 3, c'est un constat que je trouve affligeant. Et vous parlez du milieu hospitalier, vous parliez des EHPAD. En même temps, si on peut faire l'énumération de tout ce qui fonctionne en France, ça va aller très vite. Alors moi, je ne dirais pas ça à l'hôpital, parce que je trouve que l'hôpital, dans les conditions dans lesquelles il travaille aujourd'hui,
et qui sont difficiles. Mais c'est pas qu'au moment du Covid qu'il aurait fallu applaudir le personnel hospitalier. Bien sûr. C'est tous les jours. Mais bien sûr. C'est tous les jours. Bien sûr. Et franchement, les hôpitaux, les EHPAD fonctionnent parce qu'on a du personnel qui, coûte que coûte, a décidé que ça allait fonctionner et qui laisse dévouer pour que ça fonctionne et qui s'investit pour que ça fonctionne, même si derrière, il sait très bien qu'il ne sera pas obligatoirement remercié à la hauteur de son investissement. Mais quelle souffrance! Ah, mais la souffrance au travail à l'hôpital ou en EHPAD, Absolument. elle est gigantesque. Je ne dis pas qu'ailleurs, il n'y a pas de souffrance au travail. Hein. Non, mais c'est pour ça que je dis que c'est mon domaine. C'est pour ça que c'est mon domaine. Dans des tas d'autres domaines, on est d'accord, mais il y a une souffrance au l'éducation travail. nationale, c'est la même chose. Il y a une souffrance au travail. Tiens, d'ailleurs, l'éducation nationale, les hygiénistes, il y en a des hygiénistes? Non, Géraud. Non, il n'y en a pas du tout. Ah oui, dans les cantines, il n'y a rien de tout ça. Non, il n'y en a pas. Ah ben non, ça n'existe pas. Non, pas du tout. Moi, comme j'ai à la fois un poste fixe d'un côté, dans un groupement hospitalier, en tant que coordinateur de l'équipe opérationnelle d'hygiène. Puis de l'autre côté, ça fait 30 ans que je suis consultant et formateur en libéral. Ça m'a permis de travailler dans plein d'endroits. J'ai travaillé dans des centrales de restauration collective, dans des restaurants, j'ai travaillé dans des hôtels, j'ai travaillé donc dans des EHPAD, des collectivités pour personnes handicapées physiques, j'ai travaillé dans des écoles, j'ai travaillé dans plein d'établissements différents, donc ça m'a permis de voir plein de choses partout. Donc ça, c'était intéressant. Mais si j'étais resté qu'à l'hôpital, je serais resté qu'à l'hôpital. Mais est-ce que, par exemple, vous avez des hygiénistes qui vont visiter les restaurants en France, dans la ville? Non, pas du tout. Vous aviez un service d'hygiène. Les services d'hygiène étaient bien connus, mais ça n'existe plus. Il n'y a plus de service d'hygiène? Non, c'est les services de protection de la population. Et ce n'est pas des hygiénistes qui sont là-dedans. Souvent, ce sont des vétérinaires. Parce qu'on a encore le vieux truc ils contrôlent les surgelés. Et il faut savoir que beaucoup maintenant, c'est des laboratoires indépendants qui font ces contrôles. Vous savez qu'un restaurant en ville, il a à peu près une chance d'être contrôlé sur 20 ans. Hein. À peu près. Donc, les contrôles, tout pareil. On a réduit le nombre de personnes. On a réduit les offices de contrôle public. Donc, on a beaucoup moins de personnes pour les contrôler. Donc, derrière, on a réduit les contrôleurs. Donc, c'est logique qu'ils ne puissent pas aller passer partout. Hein. Et puis, je peux vous assurer qu'aujourd'hui, pour fermer un restaurant, il faut vraiment qu'il ait fait des morts. Oui. Alors qu'on devrait les fermer, on devrait être beaucoup plus serré. Ce n'est pas le cas. Lisez ça, chez HarperCollins. L'hygiène, c'est la santé. Vous aurez compris le côté passionné et passionnant de Christophe. Non, mais c'est vrai, hein, vous êtes habité par ça. Et je suis sûr, je me suis dit, si on va manger un jour chez Christophe, on peut manger par terre. Enfin, je veux dire, alors, manger par terre, jamais. Non, parce que le sol, on ne se contamine pas par le sol à condition de ne pas manger sur le sol. C'est-à-dire, le sol, il doit être visiblement propre, c'est de l'image de marque. Je l'ai vu. Alors, mais on s'en fout du sol, mais on ne mange pas par terre. Et on ne lave pas le sol. Alors, où est-ce que j'ai vu ça? Si, on lave, mais on ne le désinfecte pas. On ne désinfecte pas le non, sol. Ça ne sert à rien. Parce que sur le sol, les bactéries, les champignons qu'il y a et les virus, c'est essentiellement ce que vous avez sous vos chaussures. Donc, c'est ce qu'il y a dans la terre. Et dans 1 gramme de terre, vous avez 100 milliards de bactéries, vous avez du goudron, vous avez des produits chimiques, des pesticides, vous avez des animaux, des végétaux en décomposition, des animaux en décomposition, vous avez de l'essence, vous avez tout ça. Donc, tout ça sur la terre. Vous voyez, vous avez tout ça sur votre sol. Bien. Maintenant, vous pouvez nettoyer le sol pour le rendre visiblement propre. Mais là, tuer les micro-organismes, ça n'a strictement aucun intérêt. D'abord parce que la majorité des désinfectants ne tuent pas les bactéries de la terre, qu'on appelle les bactéries telluriques, qui sont essentiellement des clostridium. Et deuxièmement, si vous désinfectiez le sol, ça sert à quoi? Puisque 15 secondes après, vous allez remarcher dessus. Donc ça veut dire que les produits désinfectants pour le sol, c'est pipeau? C'est de la merde. Ok, donc ça c'est fait. Alors ensuite, j'ai vu vite fait parce que je voudrais vraiment passer 2-3 trucs. Le film PVC qu'on met pour conserver les aliments, là, et vous dites pas de contact avec les aliments. Oui, c'est ça. En fait, c'est marqué dessous. Prenez votre boîte de film alimentaire, je dis à tous ceux qui nous regardent, prenez la boîte alimentaire pendant que vous êtes en train de regarder cette séquence, allez dans votre cuisine, mettez sur pause, allez prendre votre boîte de film alimentaire et regardez en dessous. Incroyable. Il y a marqué combien pour l'emballage de tous les aliments, sauf, alors il y a des listes impressionnantes, tous les aliments gras, conservés dans le gras, le beurre, le sein doux, les beurres d'arachide, les beurres de cacahuètes, etc. Parfois, on vous rajoute les fruits, les légumes, le chocolat, il y a une liste. Et au bout du compte, vous dites, j'enveloppe quoi? Mis à part le pain, c'est à peu près tout.
Pourquoi ? Parce que c'est du PVC. Le PVC, c'est du polychlorure de vinyle. Et le PVC, il est assoupli avec des molécules dont pour beaucoup, ce sont des phtalates et du diéthylphtalate. Et le diéthylhexylphtalate, qu'on appelle le DOP ou le DEHP, c'est une molécule qui s'extrait du plastique en contact de gras. Donc si vous enveloppez un morceau de beurre dans du film plastique, le beurre va extraire du plastique des phtalates cancérigènes, c'est des perturbateurs hormonaux puissants, et vous allez bouffer votre beurre sur votre tartine avec des perturbateurs endocriniens puissants. Il n'y a même pas besoin que le beurre il soit bio, parce que de toute façon, s'il était bio dans un film plastique, votre beurre il est autant contaminé que s'il avait été fait avec du lait de vache qui avait mangé du fourrage bourré de Roundup. Qui est un désherbant. C'est un désherbant. Voilà. Non, mais c'est pour la comparaison. C'est incroyable. C'est-à-dire que derrière, il y a une toxicité. Mais c'est le plastique, c'est les boîtes en plastique, Marc. D'accord, c'est pas que le film, c'est les boîtes. Mais les boîtes en plastique, oui. Moi, j'ai des boîtes en verre à la maison. Non, mais moi aussi. Ah ouais. Et hermétiques. Mais oui. Bon. Et les légumes, oui. On peut les mettre aussi il ne faut pas les mettre dans un film. Si vous voulez, ça sert à quoi ? On nous parle d'écologie de développement durable, on nous a enlevé les gobelets en plastique, on n'a jamais enlevé le film. Pourquoi ? Non, mais sérieux. On jette beaucoup plus de films alimentaires que de gobelets en plastique. Donc, aujourd'hui, on n'a plus de gobelets en plastique, on a toujours le film. Le film, il sert combien ? 24 heures, 5 heures, 6 heures ? On va filmer un truc, un reste le soir, et puis on va l'enlever le lendemain matin, le lendemain midi, puis on va le mettre à la poubelle. Le film alimentaire devrait être interdit. Pourquoi il n'est pas interdit ? Parce que derrière, ça génère des profits gigantesques, parce que derrière, c'est du plastique, le plastique, c'est du pétrole, que derrière, on ne peut pas stopper ça, et que personne n'ait les couilles pour dire on arrête le film plastique. Point. On l'a fait pour d'autres. Les pailles, ah par bah exemple. Oui, enfin les pailles, il suffit que vous savez qu'il y a un président qui change, d'un seul coup on l'a vu aux États-Unis pour qu'on revienne en arrière. Hein. Extraordinaire. Moi j'ai une pensée, et on va terminer là-dessus. J'ai une pensée sur, on a tous connu ça, ce fichu savon en forme de citron qu'on avait quand on était gamin. Voilà, et on allait tous se frotter les mains sur ce savon là, comme ça, à l'école, avec les comment dirais-je, les lavabos en rond. Vous savez, et on faisait le tour comme ça. Bien sûr. Ça aussi, c'est pas bien. Ça n'existe plus d'ailleurs. Si, bien sûr. Ça existe encore. Ça existe encore. Ouais, ça existe encore. Le savon jaune là. Oui, Marc. Comment un adulte peut-il être sensibilisé à l'hygiène si enfant, on ne lui a pas expliqué le bien du mal en matière d'hygiène et qu'à l'école, il trouve des équipements totalement abracadabrantesques en matière d'hygiène. Quand, en 2020, nous avons eu la pandémie, le début de la pandémie, dans certaines écoles en France, c'était la panique, parce qu'on n'avait pas de passe de lavage des mains. On n'avait pas de papier, on n'avait pas de savon correct. Et puis, ils ont mis du savon liquide pendant la pandémie. Et parce que ça coûtait trop cher, ils se sont dépêchés de l'enlever, puis ils ont remis les savons au mur. Derrière, pas d'hygiénistes dans les rectorats. Dans les rectorats, il n'y a pas d'hygiénistes. Rien du tout. Les préconisations en matière d'hygiène dans les établissements scolaires, au CAPI, je peux les citer parce que c'est un journal pour les collégiens. Ils ont fait une grande enquête avec un grand sondage sur les WC, les équipements pour se laver les mains. Ça date là du printemps 2025. Mais c'est édifiant. Toilettes inutilisables, lavabo non équipé, pas de papier pour s'essuyer les mains, lieu de harcèlement. Les enfants ou les jeunes ados ne peuvent plus aller faire pipi, ne peuvent plus aller faire leurs besoins. Ils rentrent à la maison, se retrouvent avec des occlusions intestinales, des infections urinaires, parce que justement on n'a pas pu uriner, donc les bactéries remontent du bout de l'urètre jusqu'à la vessie. On est en France, on est en 2025 et on nous parle d'hygiène en France alors qu'on n'est même pas capable, dans nos établissements scolaires, de mettre en place des toilettes dignes de ce nom. Remarquez, vous allez faire les courses en ville, cherchez des toilettes publiques gratuites. À Strasbourg, on en a, figurez-vous. Eh ouais, Strasbourg, c'est facile. Venez à Strasbourg, c'est une ville magnifique. J'adore ma ville. Donc, il y a des toilettes partout. On peut y aller en ville. La municipalité a fait quelque chose de chouette. Mais les besoins fondamentaux, les besoins de base, pouvoir aller faire ses besoins. Eh bien,
on est en France et en 2025, on a des toilettes catastrophiques. Ça ne doit pas dépendre, ça, du ministère de l'Éducation nationale, ça doit dépendre du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique de France. Parce qu'il faut remettre en place un ministère de l'Hygiène publique de France. On l'a annulé, ça existe en France, jusque dans les années 60. Il faut le remettre. Et ce ministère, il est transversal. Et il faut que toutes ces problématiques reviennent à ce ministère et qu'on les résolve, parce qu'il faut que la France soit le pays avec un honneur restauré en matière d'hygiène, Marc. Ministère que vous aimeriez diriger ? Je suis un trop petit hygiéniste de province pour ça. En tout cas, si vous ne le dirigez pas, celui qui le dirigera aura tout intérêt à vous avoir en tant que conseiller ou proche conseiller de ce ministère. Je me suis jamais mouillé dans la politique, vous savez. Et vous avez bien raison. Hein. Franchement, panier de crabe. Je préfère écrire des livres bien sûr. Et de pouvoir transférer de l'information. Ou alors, c'est vraiment que j'aurai les coups des franches. Ouais, carte blanche. Ouais. Bon. HarperCollins, le livre « L'hygiène, c'est la santé, la vérité sur la fameuse éponge ». Alors l'éponge, vous oubliez, hein, maintenant, 50 millions de bactéries au mètre cube. Moi, j'ai retenu ça, même dans les dîners, c'est classe de sortir ce chiffre, hein, 50 Absolument. millions. C'est quoi regarde ton éponge, 50 millions. Ignoble. N'oubliez pas, avec une éponge, quand vous faites votre vaisselle avec, et que vous avez avant nettoyé un saladier, vous avez cassé les œufs sur le bord du saladier, la prochaine fois que vous prenez l'éponge pour refaire votre vaisselle, c'est comme si vous preniez une poule côté cul pour faire la vaisselle. Ça va, vous avez l'image ? Merci Christophe. Merci Marc. Merci infiniment, c'est Merci passionnant. beaucoup. Merci beaucoup. Vous allez commenter, je sais que ça va l'être évidemment, vous commentez avec bienveillance comme toujours, vous partagez et on aura l'occasion peut-être et avec grand plaisir même de vous réinviter pour le tome 2. Mais évidemment, il va arriver. Et là vous allez rentrer dans le détail des EHPAD et des hôpitaux et des... Pas encore. Pas encore ouais. Non, mais ça va venir. Ça va venir. Bah, oui, j'en ai plein. Avec bah, HarperCollins, on a plein de projets et Allez. ça avance bien. Et on aura un deuxième petit... Non, il y aura autre chose. Il y aura autre chose. Merci à tous, on se retrouve très vite pour une prochaine rencontre. À bientôt.